Donc bonjour à tous ou rebonjour à ceux que j'ai déjà salués. Donc alors ensemble, je vous propose de partir à la rencontre d'une coopérative un petit peu particulière, la coopérative de châtaignes de la Garde Freinet. Donc maintenant qu'on est tous bien rassasiés, je pense qu'on peut repartir sur un sujet culinaire en toute confiance. Voilà, donc on va voir ça ensemble pendant cette heure. Donc je vais vous demander un petit effort d'imagination, puisqu'on est en mars, la récolte des châtaignes c'est en automne, mais bon, j'imagine que vous avez tous et toutes, chacun, fait la récolte à un moment de votre vie de la châtaigne. Voilà, donc un petit effort pour se remettre dans l'ambiance automnale de la châtaigne. Et donc on va suivre au cours de cette heure ce plan-ci. Donc tout d'abord, on va revenir un petit peu sur ce terme un peu barbare, la castanéiculture. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont demandé de quoi on allait parler pendant cette heure, puisque ce terme-là, si vous avez eu la curiosité d'aller chercher dans le dictionnaire, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'en fait, la castanéiculture, on ne trouve pas de définition en fait, dans le dictionnaire, que ce soit dans le Larousse, que ce soit dans le Robert, ou même dans le CNRTL, ou même le dictionnaire de l'Académie française. C'est un mot qui n'apparaît pas. Alors qu'un autre terme comme l'ostréiculture, qui est la culture des huîtres, lui par contre va apparaître, alors que pourtant on pourrait se dire que châtaigne, huîtres, voilà, on est un peu sur une culture équivalente en termes d'importance ou en termes de symbolique. Mais bon, la castanéiculture a cette particularité de ne pas avoir de définition. Et la seule que l'on peut trouver, elle figure sur Wikipédia et elle est somme toute assez succincte, puisqu'on nous dit tout simplement qu'il s'agit de la culture des châtaigniers et de la transformation de la châtaigne. Donc voilà, on n'apprend pas grand-chose à part qu'on parle de châtaignes, de fruits, et non pas de bois. Donc là, voilà, la culture du bois du châtaignier, c'est autre chose. Donc là, on parlera exclusivement de la culture du fruit. Le deuxième constat que l'on peut faire par rapport à cette définition de la castanéiculture, c'est que c'est un terme que l'on retrouve simplement à partir de la fin du XXe siècle. C'est un terme qui n'apparaît pas du tout en fait, dans les archives ou dans les textes plus anciens. Et donc c'est un terme qui a été forgé très récemment en vérité. Donc ça pourrait paraître un peu anodin que je vous raconte toutes ces histoires de définition, mais en vérité c'est très important, c'est assez révélateur en fait du peu d'importance symbolique qui est accordée à la châtaigne. Donc puisqu'on a vu qu'il n'y a pas de définition tout simplement, mais également ça nous montre en fait qu'il y a une actualité dans la castanéiculture et que c'est une culture en fait qui est en train d'être revalorisée, en tout cas que les personnes qui cultivent la châtaigne éprouvent ce besoin de créer un terme, de s'y référer. Voilà, donc c'était assez intéressant je trouvais de commencer par ça pour essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, je vous ai parlé du fait que la culture de la châtaigne, elle était déclinante. Qu'elle était en tout cas peu... je ne vous l'ai pas encore dit, en fait. Je vous ai simplement dit qu'elle était symboliquement assez peu importante. En fait, la culture de la châtaigne, elle est dévalorisée depuis à peu près le XVIIIe siècle. Et ce, encore plus à partir du XIXe siècle, puisque contrairement à un certain nombre d'autres cultures, la châtaigne a du mal à se mécaniser à l'aune de la révolution industrielle, et en quelque sorte, elle va louper le coche de la révolution industrielle, ce qui fait que cette culture va être progressivement abandonnée en fait, par la plupart des populations qui vivaient auparavant de cette culture-là. Et donc c'est assez, je trouve, révélateur de regarder un peu ces chiffres. Donc vous avez donc la coopérative de la Garde Freinet, je ne l'ai pas encore mentionnée, mais elle naît en 1950 et elle ferme ses portes véritablement en 2019. Et donc là, on peut voir sur ces petits graphiques qu'en 1955, la coopérative de la Garde Freinet, elle produit 130 tonnes de châtaignes à peu près par an. Sachant qu'ici, c'est un chiffre qui est assez... 1955, c'était pas une très bonne année, puisqu'habituellement, dans les années 50, la coopérative, elle produit plutôt 200 tonnes de châtaignes environ. Mais en tout cas, ça nous permet de comparer, en fait, avec des chiffres nationaux. La production de châtaignes en 1955 est de 132 000 tonnes à peu près. Et en fait, quand on observe, donc 30 ans plus tard, 1991... la coopérative ne produit plus que 2,6 tonnes. Donc là, c'est même pas un déclin, on peut même parler d'effondrement à ce niveau-là. Donc j'ai pas trouvé les chiffres pour la production nationale de ces années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2009, donc il y a 10 ans à peu près, la coopérative ne produisait que
0,5 tonnes, donc un chiffre assez ridicule quand même. Et à la production nationale, à ce moment-là, était de 8700 tonnes. Donc ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que le déclin de la coopérative, c'est pas une spécificité, en fait. C'est pas parce que la coopérative était située dans le massif des Maures qu'elle a décliné, mais bien parce qu'il y a eu un déclin de la culture de la châtaigne à l'échelle nationale, et je dirais même à l'échelle européenne, en vérité. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de parler de la coopérative pour parler de l'histoire de la châtaigne dans le massif des Maures. En fait, quand je suis arrivée au Conservatoire du patrimoine, il y avait un constat qui était que l'histoire de la châtaigne, elle est très peu renseignée. On a très très peu de choses sur cette histoire-là. Et au fur et à mesure qu'on s'est mis un petit peu à fouiller dans les archives, dans les textes qu'on avait à notre disposition, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas un problème spécifique au massif des Maures, mais qu'en réalité, la culture de la châtaigne, son histoire est très peu connue au niveau national également. Donc voilà, donc c'était pas une spécificité du massif des Maures. Et la coopérative, elle est intéressante à plus d'un titre. Donc tout d'abord, il s'agit de la seule coopérative de châtaigne qui existe dans le Var. Il faut savoir que dans le Var, en fait, le principal pôle de production de la châtaigne, c'est le massif des Maures. Donc ça paraît assez logique que la seule coopérative de châtaigne soit dans le Var, dans le massif des Maures, vous m'avez comprise. Et également, en fait, c'est assez intéressant puisque sa durée d'existence est assez longue, donc près de 70 ans d'existence. Et en fait, son histoire se déroule pendant une période de rupture de la châtaigne. Que je vous ai dit, donc la châtaigne est déclinante depuis le 19e siècle, mais à partir des années 50, ça va vraiment devenir une catastrophe, en fait. Et la coopérative, elle va traverser cette époque-là, traverser toutes ces problématiques auxquelles vont être confrontés les castaigniculteurs au niveau national. Et en fait, elle va proposer en fait une photographie locale de toutes ces problématiques qui sont en réalité nationales ou même européennes. Donc elle est vraiment intéressante à ce titre-là. Et également, ce qui est assez chouette, c'est que c'est une histoire qui est récente. Donc du coup, on a encore un certain nombre d'objets qui sont conservés, qui sont aujourd'hui au musée des ATP de Draguignan. On a également les bâtiments qui sont encore présents le long de la route nationale, qui aujourd'hui n'exercent plus du tout la même fonction, mais c'est assez intéressant de voir que les bâtiments sont encore là, ils sont encore visibles, ils ont encore une place en fait dans l'histoire de la gare de Fresnay. Et également, on a la chance d'avoir quasiment toutes ces archives qui ont été conservées aux archives de Draguignan. Voilà. Et donc, ces archives-là ont pu être complétées par des rencontres avec les anciens coopérateurs, avec des enfants de coopérateurs également, et qui nous ont également fourni un certain nombre d'archives privées. Donc, c'était vraiment, on a vraiment pu ainsi retracer pas à pas l'histoire de cette coopérative. Hop. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire une sorte de petit panorama de l'état de la castaigniculture varoise dans les années 50, donc année de la création de la coopérative. Donc tout d'abord, je souhaitais juste revenir rapidement sur l'importance de la place de la châtaigne dans le massif des Maures, donc pour ceux qui n'étaient pas forcément au fait de cette culture-là. La châtaigne dans la vie du massif, et notamment dans la vie des communes productrices... Oh, je suis désolée. Dans la vie des communes productrices de châtaignes, elle est particulièrement importante. En fait, la châtaigne va venir s'insérer dans un calendrier agricole assez précis de polyculture, donc au même titre que le liège ou que d'autres cultures comme l'élevage des vers à soie, que la vigne. La châtaigne, elle revêt une importance elle revêt une importance économique avant tout. C'est une véritable manne financière en fait pour les habitants de la gare de Fresnay, de Colobrières et d'autres villages. Donc là, vous avez également, je vous ai proposé une petite image en fait qui résume un petit peu les différents travaux autour de la châtaigne, puisque contrairement à une idée reçue qui voudrait que la châtaigne, il suffise de se baisser pour ramasser les fruits. En vérité, c'est faux. Il faut un travail qui est assez continu tout au long de l'année, avec des étapes bien précises et qui doivent se dérouler à des époques bien précises de l'année. Mais évidemment, la récolte constitue véritablement le point culminant de la culture de la châtaigne.
Et elle implique à ce titre tous les habitants des villages, en particulier de la Garde Freinet et de Colobrières, et ce, à différents niveaux, à différentes échelles. Donc on a tout d'abord, évidemment, l'étape du ramassage, qui est donc pratiqué par les producteurs, par leurs familles, par leurs voisins, mais qui vont également employer pour ce faire un certain nombre de saisonniers, donc des personnes qui viennent soit des villages voisins, soit du Haut-Var, d'Italie ou d'Espagne. Donc on peut voir par exemple sur cette photo en haut, plusieurs membres de la famille Sanguinetti, de la famille Sénéquier, qui sont donc dans les châtaigneraies de Gagnal en train de ramasser les châtaignes. Donc vous pouvez voir qu'ils portent une sorte de tablier autour de la taille qu'on appelle une saquette. Et c'est dans cette sorte de tablier que les castanéiculteurs vont ramasser et placer leurs châtaignes. Donc là, on peut voir que leurs saquettes sont déjà bien pleines, donc, ce qui montre qu'ils sont vraiment en plein ramassage. Donc une fois que les châtaignes ont été ramassées, le travail ne s'arrête pas là, puisqu'il faut les rapporter au village et ensuite faire tout un travail de tri, de nettoyage, de calibrage des châtaignes. Et donc là, je vous ai mis une petite image. Donc il s'agit de la calibreuse à tambour de la coopérative. Une calibreuse à tambour, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine en fait, qui permet de trier les châtaignes par taille et qui permet donc de faire différentes catégories de châtaignes pour ensuite les commercialiser. Et ensuite, après toutes ces longues étapes de tri et de nettoyage, on a évidemment l'étape de la commercialisation. Donc la particularité du massif des Maures, c'est qu'on commercialise la châtaigne sous sa forme fraîche uniquement et non pas transformée. Donc ça, c'est un détail qui est assez important sur lequel on va revenir par la suite. Et donc là, vous avez à l'écran donc, 2 coopérateurs dans les locaux de la coopérative en train de charger des sacs de châtaignes d'une 50aine de kilos à peu près. Donc la coopérative, elle vient s'insérer dans un réseau d'acteurs qui est déjà assez important, on va le voir ensemble. Donc tout d'abord, la coopérative, elle est située à la Garde Freinet. Mais la Garde Freinet n'est pas la seule commune productrice du massif des Maures. Historiquement, on en retrouve 5, donc Colobrières, la Garde Freinet, Pignan, Les Maillons et Gonfaron. Donc là, vous pouvez voir sur ce graphique, donc c'est en fait une espèce de une évaluation des surfaces de châtaigneraie par commune et également par siècle. Donc on voit qu'au XIXe siècle, on a Colobrières avec ses 1300 hectares et la Garde Freinet avec ses 800 hectares environ, qui s'affirment vraiment comme les communes les plus importantes. Et c'est dû en fait à leur situation dans le massif des Maures, puisque ce sont les communes qui sont situées véritablement au cœur de la forêt des Maures, contrairement à Pignon, Les Maillons et Gonfaron, qui sont un peu plus excentrés. Et là, ce qui est assez intéressant également de constater, c'est qu'entre le 19e siècle et le 21e siècle, soit en presque 200 ans, on peut voir que la surface de châtaigneraie, elle a diminué, mais de manière considérable, puisqu'on passe de 1300 hectares à Colobrières de châtaigneraie cultivée à seulement 530. Donc c'est assez... à nouveau, ça montre un peu ça montre beaucoup même le déclin de la casténiculture. Pignan aussi est assez intéressante à ce titre-là, puisqu'on passe de presque 700 hectares à 125, donc une surface qui est divisée par 7 quasiment. Alors, donc ça vous situe aussi un peu les communes pour ceux qui... Bon, je pense qu'on n'a que des connaisseurs, mais on ne sait jamais. Donc, avec Colobrières et la Garde Freinet, donc dans le cœur du massif des Maures. Cette carte, elle nous propose également un petit aperçu de la production en termes de tonnage. Donc ces chiffres datent de 1912, puisque c'est la dernière année où on a un tonnage en fait précis pour chacune des 5 communes qui nous intéressent. Ensuite, les chiffres seront beaucoup moins bien documentés au niveau des statistiques. On ne retrouve pas toutes les communes et ça devient un peu plus compliqué. Et donc sans surprise, on voit que Colobrières et la Garde Freinet sont les premières productrices également en termes de tonnage, avec entre 500-600 tonnes par an environ de châtaignes produites. On voit que juste derrière viennent les Maillons avec 200 tonnes annuelles. Alors les Maillons, c'est assez intéressant parce qu'en fait, au XIXe siècle, c'est une commune qui est productrice au même titre que la Garde Freinet en termes d'importance, c'est-à-dire que les Maillons produisent 500 tonnes également, comme à la Garde Freinet. Et en fait, la culture de la châtaigne a périclité beaucoup plus rapidement aux Maillons qu'à la Garde Freinet ou à Colobrières.
donc voilà, dès la fin du 19e siècle. Et c'est le cas également de Gonfaron, parce que là, ça peut surprendre, 12 tonnes, ça paraît un peu ridicule par rapport aux 500 tonnes de Lagarde Freinet, mais il faut savoir qu'au tout début du 20e siècle, enfin à la fin du 19e plutôt, Gonfaron produisait un tonnage de châtaignes beaucoup plus important, à peu près équivalent à celui de Pignan. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que ce déclin, en fait, il commence par les communes qui sont les plus extérieures au massif des Maures, qui sont vraiment à la périphérie. Et c'est sans doute dû au fait que comme la châtaigne est de moins en moins rentable, ces communes-là ont, contrairement à Colobrières et Lagarde Freinet, où il y a vraiment une économie de polyculture traditionnelle montagnarde, les maillons Gonfaron et Pignan, qui sont situés plus dans la vallée, dans la plaine des Maures, ont la possibilité en fait de développer d'autres cultures qui seraient plus rentables. Donc je pense à la vigne par exemple ou au blé. Bon, voilà, après ce sont des suppositions parce que j'ai pas pu vérifier ces hypothèses-là. Donc outre la production, dans les années 50, donc je ne vous en ai pas parlé, mais en fait la commercialisation et le traitement des châtaignes est géré en général, alors soit par les producteurs eux-mêmes quand ils ont des petites exploitations, ou alors par des négociants. Donc en fait les négociants, ce sont des intermédiaires qui vont récupérer les châtaignes des producteurs moyennant finance, qui vont les trier et ensuite les commercialiser. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment un système assez développé dans le massif des Maures, notamment à la Lagarde Freinet. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que mes informations, elles viennent principalement des entretiens et pas trop des archives. Et donc, du coup, elles sont assez lacunaires puisque j'ai principalement rencontré des castanéculteurs de la Lagarde Freinet. Donc, j'ai eu beaucoup plus d'informations sur les négociants de la Lagarde Freinet. Donc, j'ai pu, comme ça, savoir qu'à la Lagarde Freinet, dans les années 50, on avait 6 familles de négociants qui exerçaient encore. Donc, on avait les familles Alexis, Braco, Courchet, Courtès, Sénéquier et Infernay. Voilà. Sachant qu'il y avait d'autres familles avant qui exerçaient ce travail-là, donc les Guillabert, les Messonniers, mais dans les années 50, il n'y avait plus que ces 6 familles. Et à Colobrières et les Maillons, on trouve un système équivalent de négociants. Mais bon, là, comme j'ai pas pu réaliser d'entretien, voilà, les informations, elles sont un peu plus partielles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Maillon, il y a 2 noms de familles de négociants qui sont revenus, les Longeon et les Portal. Et à Colobrières, on a la famille Gates qui est revenue. Et alors là, c'est un peu particulier. Il y avait sans doute d'autres familles de négociants à Colobrières, mais comme la famille Gates ensuite a développé son activité dans les années 70-80, je pense qu'elle a éclipsé en fait le nom des autres familles de négociants qui avaient pu exercer dans ces années-là. Et pour tout ce qui est Gonfaron et Pignan, voilà, j'ai pas spécialement eu d'informations sur l'existence ou pas de familles de négociants pour exercer la commercialisation des châtaignes. Donc la coopérative, lorsqu'elle se crée, on est dans un contexte assez particulier, donc on a pu voir tout ce réseau d'acteurs. Donc voilà, donc on a pu voir tout ce réseau d'acteurs. Elle naît dans les années 50, c'est-à-dire dans un contexte national assez particulier, celui post-Seconde Guerre mondiale. Et donc la coopérative, en fait, les coopératives à cette époque-là sont mises en avant par le gouvernement comme des moyens de redressement économique, ce qui explique en fait qu'il y en a un certain nombre qui se créent dans ces années-là, et notamment la coopérative de châtaignes de la Lagarde Freinet. Elle naît également dans un contexte particulier au sein du massif des Maures, puisqu'on est juste après 2 incendies très importants qui ont ravagé le massif, et en particulier les châtaigneraies. Il y a des producteurs de châtaignes qui exerçaient dans les années avant ces 2 feux-là, dont les châtaigneraies ont été réduites à néant et qui ont dû complètement arrêter leur activité. Donc c'était sans doute également dans une idée de soutien entre les différents producteurs, de se réunir en coopérative et de reprendre un peu la main sur la production de châtaignes et de sortir aussi du système de négociants. Parce que ce système donc fonctionnait a priori relativement bien, mais pour les producteurs, c'était pas forcément avantageux parce que déjà ils devaient payer les négociants. Les négociants prenaient les prix des négociants en fait dépendaient suivant les producteurs, suivant les années. C'était un petit peu, c'était parfois compliqué pour les producteurs de s'assurer vraiment un revenu assez important. Voilà, donc il y a eu une volonté de sortir de ce système-là pour se regrouper ensemble et proposer un autre modèle. Puisque la coopérative, son rôle au sein de la Lagarde Freinet, ce sera vraiment de proposer une alternative aux négociants, c'est-à-dire un travail de tri
de stockage, de commercialisation, et pas du tout un travail d'aide, par exemple, pour l'entretien des châtaigneraies ou d'aide à la récolte, par exemple. Ce sera vraiment juste dans le but de proposer du tri, du stockage et une commercialisation. Donc la coopérative, dans ses premières années, elle va avoir un relatif succès. Donc on peut le constater tout d'abord dans son dans son tonnage annuel, donc qui est, comme je vous le disais, d'environ entre 150 et 200 tonnes annuelles à peu près. Et également au niveau des ventes, puisque la coopérative ne va pas du tout avoir de mal pour se trouver des clients au début de son existence, parce elle bénéficie de l'aura de qualité de la châtaigne des morts, qu'on appelle le marron du Luc, puisque ce marron-là est réputé depuis le 19e siècle pour être de bonne qualité, avoir des qualités gustatives, être assez gros, être intéressant en termes de confiserie. Et donc c'est un marron qui n'a pas de mal pour se vendre, en fait. Il se vend de lui-même, et la coopérative va avoir de très nombreux clients qui vont affluer lorsqu'elle se crée. Donc on peut voir que le niveau de vente correspond aux apports, et que même parfois il le dépasse, même si ça s'explique pas forcément. Et donc la coopérative, c'est assez intéressant, puisque avec les archives de la coopérative, on a la preuve que les châtaignes de la gare Freinet, elles restaient pas cantonnées dans le sud de la France, mais qu'elles voyageaient. Donc elles allaient partout en France, en particulier dans l'est de la France, où il y avait une importante clientèle de grilleurs. Parce que le marron grillé a une importance, était assez répandu, en tout cas dans cette partie de la France. Et également, la châtaigne de la gare Freinet de la coopérative, elle va même voyager à l'étranger, au Luxembourg, en Belgique, et même en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc on peut voir également avec le nombre d'adhérents qui augmente dès les premières années. Donc on passe de une vingtaine d'adhérents en 1950 à 89 en 1962, ce qui est une augmentation assez impressionnante. Et c'est intéressant aussi de noter que, donc je vous ai dit, on a vu sur le graphique d'avant que la coopérative produisait à peu près 200 tonnes par an de châtaignes, sachant qu'on a dit précédemment que la gare Freinet, à la même époque, elle produisait environ 500 tonnes de châtaignes. Donc ça veut dire que plus d'un tiers en fait de la production de la gare Freinet transitait par la coopérative. Donc ça montre toute l'importance de la coopérative au sein de l'économie du village dans les années 50-60. Et donc, dès ces années-là également, la coopérative va agrandir ses locaux, puisque lorsqu'elle s'installe à la gare Freinet, elle s'installe dans le bâtiment que vous voyez en bleu, qui est en fait l'ancien atelier d'un négociant Courtès, qui va d'abord louer son atelier, puis va le vendre à la coopérative. Et dès ces années-là, donc, la coopérative va augmenter, en fait, construire de nouveaux bâtiments. Donc ce sont ce que vous voyez indiqué en rouge. Donc en fait, elle passe quasiment du simple au double. Elle double, même elle triple sa surface de stockage, de tri, de nettoyage. Malheureusement, les beaux jours de la coopérative vont s'achever assez rapidement, puisque dès les années 60, en fait, elle va se retrouver en difficulté. Donc ces difficultés, elles ne sont pas propres à la coopérative, mais en fait, elles vont découler de deux événements importants qui vont toucher toute la châtaigneraie européenne et qui vont l'impacter fortement. Ces deux événements, ce sont en 1956 les premières traces du chancre qui vont être détectées en France, et en 1957, l'instauration du traité de Rome. Donc on va voir ensemble ces deux événements et leur impact. Donc tout d'abord, le chancre, donc c'est un champignon qui gangrène en fait l'arbre il s'infiltre en fait par les plaies que peut avoir l'arbre sur le tronc, sur les branches. Donc il va gangréner l'arbre et il va entraîner ce que vous voyez, ces sortes de boursouflures et orange, rouge, on ne sait pas trop. Et évidemment, donc, ça va empêcher l'arbre de faire de belles productions de châtaignes, en fait. Parfois même, les arbres vont mourir du fait de cette maladie-là. Et c'est une maladie qui va se développer dans tout le sud de la France et qui va vraiment ravager les châtaigneraies de France.
Et donc, suite à l'arrivée du chancre en 1956, la coopérative va essuyer de très mauvaises récoltes, donc en 1963 et en 1964. Et elles vont être tellement mauvaises, en fait, que ça va donner un vrai coup de frein à la coopérative. Ça va arrêter tout d'un coup tout son développement. Et la plupart des clients vont abandonner la coopérative dans ces années-là, suite à des récoltes qui sont non seulement mauvaises en termes de quantité, les chiffres vont vraiment chuter, mais également mauvaises en termes de qualité. En fait, les châtaignes semblent ne plus se conserver. Elles sont véreuses, il y a des problèmes de champignons, elles deviennent noires. Lorsqu'elles arrivent chez les clients, elles sont déjà toutes à moitié moisies. Enfin voilà, la récolte va être très mauvaise et toute la réputation qu'avait pu acquérir le marron du Luc au cours des dernières années va en fait un petit peu s'atténuer. Donc pour essayer de contrer ces problèmes de conservation, la coopérative elle va essayer de se mettre à la page entre guillemets, puisqu'en fait c'est une époque où la généralisation des pesticides et des conservateurs va s'imposer en fait dans l'agriculture française et notamment sur les exploitations castanéicoles, puisque la coopérative ne semble pas être la seule à avoir à rencontrer ces problèmes de conservation. Ça semble être un problème en fait national. Donc, dans les années 60, elle va utiliser ce qu'on appelle l'acide sorbique, qui est un conservateur issu du sorbier et qui est utilisé à l'état liquide. En fait, on le verse dans les bassins de nettoyage en fait, où les châtaignes stagnent pendant quelques jours, une semaine, pour être entièrement nettoyées de leur verre, de champignons, tout ça. Donc, l'acide sorbique, c'est simplement verser un acide dans le bassin. Donc, c'est une technique qui a été choisie par la coopérative parce qu'elle est somme toute assez pratique et assez peu coûteuse. Malheureusement, ça ne va pas avoir beaucoup d'effets. Donc, dans les années 70, la coopérative va investir dans une chambre à gaz qui diffuse un pesticide, donc le bromure de méthyle ou l'oxyde d'éthanol, ça va dépendre des années. Et ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait. C'est le schéma de ce qu'on appelle une lampe détectrice d'halogène, donc qui émet en fait ce pesticide, très, très nocif pour la santé d'ailleurs. Donc, je tiens à le souligner. Et ça ne sera pas utilisé non plus très très longtemps, donc j'ai pas les dates de fin, mais enfin voilà, c'est utilisé un petit peu dans les années 70-80 et ça va assez vite péricliter. La coopérative va finalement essayer de créer une chambre-froide dans les années 90, mais là pareil, j'ai assez peu d'informations et il ne me semble pas qu'elle ait été beaucoup utilisée, ou en tout cas qu'elle ait eu beaucoup de succès. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'en fait la coopérative elle rencontre ces problèmes, mais que ce ne sont pas des problèmes spécifiques à la châtaigne du Var, qu'on va retrouver donc dans les autres exploitations castanéicoles, sans qu'on l'on puisse bien expliquer pourquoi. Donc sans doute les effets du chancre. Également, il y a des choses qui ont été avancées, comme par exemple que les châtaigneraies étaient vieillissantes, donc que la qualité de leurs fruits était de moins en moins bonne. Donc ça, c'est assez spécifique aux vergers français, puisqu'en fait, en France, on va de moins en moins planter de châtaigneraies, on va de moins en moins greffer. Et ça, c'est aussi un des effets du chancre, en fait, parce que donc je vous ai dit que le chancre s'infiltrait par les plaies dans les arbres. Et en fait, il y a un certain nombre de castanéiculteurs dans les entretiens que j'ai pu avoir avec eux qui m'ont dit qu'en fait, ils avaient arrêté de greffer leurs arbres, en tout cas qu'ils avaient un peu stoppé, ralenti en tout cas leur greffe, parce qu'en fait le chancre profitait de ces greffes pour s'infiltrer dans l'arbre. Voilà. Donc c'est aussi un des problèmes que va rencontrer la châtaigneraie gardoise, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui entretiennent leurs arbres, donc du fait du chancre, mais du fait également de l'exode rural, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, je vous ai parlé de deux événements majeurs qui ont impacté la châtaigneraie. Donc, on a vu ensemble cette crise sanitaire. Il va également y avoir une crise économique qui va commencer en fait en 1957 avec l'instauration du traité de Rome. Le traité de Rome, en fait, c'est un traité qui va permettre l'instauration d'un marché commun européen qui va ouvrir en fait les frontières, ce qui fait que un certain nombre de châtaignes, de tonnages de châtaignes même, vont déferler sur le marché français, et en particulier les châtaignes qui viennent d'Italie et qui viennent d'Espagne. Or, les châtaignes qui viennent d'Italie ou d'Espagne, elles sont issues de vergers plus jeunes, puisque l'Italie et l'Espagne ont elles, continué à planter, ont continué à greffer, à entretenir leur verger. Donc, ce qui fait que les châtaignes sont déjà plus nombreuses, elles sont de meilleure qualité, et du coup, de ce fait, elles sont moins chères.
Et donc pour la coopérative, ça va être assez compliqué, puisque déjà qu'elle avait perdu un certain nombre de clients avec ses problèmes sanitaires. Là, comme le coût de la châtaigne va baisser, mais que la coopérative va maintenir ses prix assez élevés, en fait, voilà, elle va vraiment perdre ce qui lui restait de clients. Et donc, dans les années 80, il n'est plus du tout question pour la coopérative d'exporter en France, ni même à l'étranger, ni même nulle part. En fait, les chiffres de la coopérative montrent que dans ces années-là, les clients sont des clients locaux, donc des clients de Fréjus, de Marseille, de Nice. Voilà, donc en termes d'échelle, on va revenir à une échelle beaucoup plus locale. Et avec très très peu de clients, donc 5, 6, suivant les années, alors qu'on était à presque 20-25 clients d'exportation. Et également, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que la coopérative, dans les années 50, la vente directe au magasin, ça constitue à peu près 10% de ses ventes, tandis que dans les années 80, en fait, elle n'exporte quasiment plus. Elle ne fait quasiment plus que de la vente directe. Donc voilà, ça montre également le déclin économique de la coopérative. Et dans le même temps, comme la coopérative ne sera plus assez rentable pour les producteurs vont avoir tendance à se détourner en fait, de la coopérative pour vendre à côté leurs châtaignes aux clients directement. Et ça va être encore plus... cette espèce d'économie parallèle qui va se développer, va encore plus se développer dans les années 80 avec l'apparition des fêtes de la châtaigne, donc, dont on rediscutera peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, toute cette crise économique, donc elle touche la coopérative, mais elle touche également les morts. Et en fait, dans les morts, les négociants, le métier de négociant va progressivement disparaître. Donc, je vous avais dit qu'à la Gare de Fresnay, on avait 6 familles de négociants dans les années 50. Dans les années 70-80, on n'a plus qu'un seul négociant qui exerce, donc la famille Braco. Et encore, il est dans les mêmes difficultés que la coopérative, parce que comme elle, il va installer une chambre à gaz de la même marque. On voit qu'ils sont dans les mêmes difficultés que la coopérative en termes de problèmes sanitaires. Et toutes les autres familles vont fermer leurs portes en fait, dans les années 50-60. Il y a un cas qui est assez intéressant, c'est la famille Alexis, il va fermer ses portes, Alexis, mais il va adhérer à la coopérative, il va ramener ses anciens clients à la coopérative. Donc voilà, c'était un cas assez intéressant, je le trouvais, puisque 64, c'est vraiment l'année où la coopérative se casse la figure, et pourtant, il y a quand même un négociant qui va adhérer à la coopérative. Voilà, donc c'était un cas un peu particulier. Donc au Maillon, également, les négociants vont fermer leurs portes, même si du coup, j'ai pas de date plus précise en termes de... Voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont arrêté leur activité. Et à Colobrières, on va avoir un phénomène assez particulier qui va se développer. En fait, la famille Gates va créer une société, la société Charlie Marron, et elle va développer son activité d'une manière différente de la Gare de Fresnay. Donc la coopérative de la Gare de Fresnay, elle conserve sa vente de marrons directs, de marrons frais, sans transformation, alors que Charlie Marron va adopter une autre stratégie qui consiste à créer une confiserie, la confiserie azuréenne, donc qui va avoir un succès, puisqu'aujourd'hui, la confiserie azuréenne, elle existe toujours. On peut toujours acheter des marrons glacés, des confitures de châtaigne, ce genre de choses. Et la société Charlie Marron va aussi développer une société de grilleurs de marrons, qui va se répandre dans les différentes villes du sud de la France, donc en particulier Nice, Marseille et Toulon. Donc cette crise économique en fait, et ces crises sanitaires, elles sont doublées d'évolutions socio-culturelles dont on a un peu vaguement évoqué auparavant. Donc l'instauration de la société de consommation va évidemment changer la manière de s'alimenter des Français. Donc avec le développement des grands magasins, la diversification alimentaire, les châtaignes, elles vont de moins en moins trouver leur place en fait dans ce paysage alimentaire, notamment du fait de leur manque de praticité, puisque pour une châtaigne, on ne peut pas la manger crue, en tout cas ça ne se fait pas trop, il faut la faire cuire, il faut retirer la peau, il faut ensuite la cuisiner, donc elle demande toute une préparation, et également c'est un fruit que l'on peut trouver seulement en automne, donc ça ne le permet pas en fait de l'exporter à grande échelle sur toute l'année. C'est compliqué de faire des serres de châtaigniers, je ne suis pas sûre que ça existe. Au contraire de serres de fraises ou de tomates, où, c'est beaucoup plus facile également de les congeler, de les ressortir. Alors que la châtaigne, quand on la congèle en général, ensuite c'est compliqué de lui redonner sa forme, son goût. Voilà. Ce qui fait qu'en fait la châtaigne va être de moins en moins consommée fraîche et de plus en plus consommée transformée.
Donc comme ce que je vous ai dit auparavant, donc, là c'est la société Charlie Marron qui va tirer son épingle du jeu en proposant des châtaignes transformées, tandis que la coopérative qui va se cantonner aux châtaignes fraîches va disparaître. Et tout ceci est également associé à un phénomène d'exode rural, donc avec un mouvement massif d'abandon des châtaigneraies de la part de la jeune génération. Et la génération vieillissante qui reste sur ces châtaigneraies et qui n'a plus de personnes à qui transmettre la châtaigneraie et à qui transmettre l'entretien des châtaigniers, va en fait décider, pour la plupart d'entre eux, de vendre leurs châtaigneraie, puisque dans le même temps, on a le développement du tourisme du Var qui se produit dans ces années-là, et avec le développement d'une pression foncière assez importante qui encourage les castagniculteurs à vendre leurs châtaigneraie, puisque c'est beaucoup plus avantageux pour eux de vendre leurs châtaigniers à prix d'or plutôt que de s'échiner, de s'esquinter sur l'entretien d'un fruit qui n'est même plus rentable à la fin. Et donc tous ces événements vont provoquer donc la fin de la coopérative. Donc déjà dans les années 90, on atteint un point de non-retour. En fait, la coopérative va fermer ses portes entre 1994 et 2001. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'a plus d'adhérents, au contraire, elle a toujours une quarantaine, une cinquantaine d'adhérents qui sont encore là, qui sont encore présents. Mais malheureusement, en fait, il n'y a plus de tonnage assez important pour pouvoir fournir les clients et pour pouvoir ouvrir la coopérative et que cela soit rentable, en fait. Donc la coopérative va simplement fermer ses portes. Et en 2001-2002, certains coopérateurs vont décider de rouvrir la coopérative et de réfléchir à une manière de rendre viable cette coopérative. Et la manière qu'ils trouvent, c'est de fusionner avec une autre coopérative qui se trouve à Solliès-Pont. Donc ce que vous voyez, voilà, entouré en rouge. Donc là, on sort du massif et on est sur une coopérative qui n'est plus seulement de châtaignes, mais qui est de légumes, de fruits. Hop. Donc là, on peut voir le schéma de l'organisation de la Coop Solfruit. Donc, avec la fusion de la Coop Solfruit et de la coopérative de châtaignes, la structure administrative de la Coop Solfruit va être révisitée. Donc, on peut voir qu'on a une activité fruits, une activité légumes et une activité châtaigne, sachant que l'activité châtaigne est vraiment dirigée par une sorte de CA qui vient de la Garde Freinet, enfin d'adhérents de la coopérative de la Garde Freinet. Donc dans un temps, ça va à peu près fonctionner les premières années, mais assez rapidement, en fait, il y a des tensions qui vont naître entre les adhérents de la coopérative et ceux de la Coop Solfruit, entre la direction de la Coop Solfruit également, ce qui peut se comprendre dans le sens où la Coop Solfruit n'a pas du tout la même histoire avec la châtaigne que la coopérative. On n'est pas sur la même zone géographique même, puisque voilà, on sort du massif des Maures. Et en fait, ces problèmes vont devenir tellement importants que dans les années 2008-2010 à peu près, la plupart des coopérateurs de châtaignes vont être évincés en fait, de la Coop Solfruit, et celle-ci va faire le choix de vendre les locaux de la coopérative. Donc ce sera un moment assez douloureux dans l'histoire de la coopérative, sur lequel je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et donc en fait à partir de ce moment-là où les locaux vont être vendus, on n'aura plus que 8 adhérents en fait à la coopérative Coop Solfruit. Et à partir de 2012, il n'y aura plus aucun apport de châtaigne qui sera fait. Ce qui fait qu'en 2019, assez logiquement, la Coop Solfruit va prendre la décision de fermer la section châtaigne et ainsi clore l'histoire de la coopérative de manière définitive. Donc on a pu voir au cours de cet exposé que la châtaigne aujourd'hui dans le massif des Maures, contrairement à une idée assez répandue qui voudrait faire du massif des Maures vraiment le haut lieu de la châtaigne dans le sud de la France, on se rend compte en fait que c'est pas du tout le cas, en tout cas par rapport à ce qu'était avant la production de châtaigne dans le massif des Maures. Mais c'est assez paradoxal parce que dans le même temps, en même temps que la culture de la châtaigne va décliner très fortement, on va avoir une revalorisation symbolique de cette culture-là. Et c'est assez intéressant de noter que cette revalorisation, elle est vraiment lancée par la coopérative dès les années 50. Et ça va me donner l'occasion de revenir sur le marron du Luc, puisque dans les années 50, la coopérative va proposer de labelliser le marron du Luc. Donc le marron du Luc, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, c'est la manière dont on désigne la châtaigne produite dans le massif des Maures. Et donc voilà, il y a une question qui est revenue assez souvent lorsque j'étais en entretien, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle les châtaignes du massif des Maures les marrons du Luc ?
Et donc là, j'attends que vous me répondiez tous en chœur, puisque c'était toujours la même réponse qui revenait. C'était les marrons du Luc, on les appelle comme ceci à cause de la gare du Luc, parce que les châtaignes de la gare de Fresnay, de Colobrières et d'autres communes étaient exportées au Luc. Et souvent, on rajoutait derrière que « Ah oui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des châtaigneraies au Luc. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y en a pas. » Voilà, et c'était un peu la réponse qui revenait systématiquement. J'ai jamais eu d'autres explications sur cette appellation marron du Luc. Et en fait, en creusant un peu, en faisant ces recherches, je me suis aperçue donc, que la première mention de l'appellation marron du Luc, elle date de 1819. Or, la gare du Luc a été construite en 1862. Donc, à l'évidence, cette explication n'est pas recevable. Donc, voilà, on appelle les marrons du Luc, on les appelle pas à cause de la gare du Luc. Par contre, c'est vrai, au XXe siècle, il n'y a pas de production de marrons au Luc. Donc, voilà, comment ça se fait toujours en creusant un petit peu dans les archives, on a pu découvrir qu'en fait, le Luc et les Mayons, donc les Mayons, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était une importante productrice de châtaignes du massif des Maures. En fait, les Mayons et le Luc faisaient partie de la même commune, la commune du Luc. Et les Mayons étaient un simple quartier de la commune du Luc. Ce qui explique en fait qu'en 1819, on parle des marrons du Luc, vu que les Mayons faisaient partie du Luc à cette époque-là. Et par ailleurs, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on ne parle pas seulement du marron du Luc en 1819, on parle aussi du marron de la gare de Fresnay, on parle du marron de Colobrières, on parle même du marron de Saint-Tropez. Alors que bon, a priori, il n'y a pas de production de marron à Saint-Tropez, mais c'est sans doute lié au fait que les châtaignes de la gare de Fresnay ou du massif des Maures sont exportées par le port de Saint-Tropez. On a pu le voir précédemment dans... Voilà, on a pu voir en tout cas que Saint-Tropez était un port important de commerce. Et donc, au fur et à mesure du 19e siècle, l'appellation marron du Luc, elle va se cristalliser sans doute autour de la construction de la gare du Luc, avec le fait que toutes les châtaignes du massif des Maures seront par la suite exportées par la gare du Luc. Donc, les marrons du Luc, ça ne vient pas de la gare du Luc, mais en tout cas, la gare du Luc a figé un peu cette appellation, en tout cas a contribué à l'effacement progressif de l'appellation marron de la gare de Fresnay ou marron de Colobrières. Voilà, donc je voulais juste revenir sur ce point de détail qui n'en est pas un et voilà, on a réussi enfin à avoir la réponse sur ce fameux marron du Luc. Donc voilà, vous pourrez retenir bien ça. S'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'était ça. Voilà. Donc on va quand même continuer, maintenant qu'on a réussi à mettre la vérité sur cette appellation. Donc je vous disais, dans les années 50, la coopérative va proposer de labelliser l'appellation marron du Luc. Donc marron du Luc, on a pu le voir, donc elle est utilisée pas seulement par la coopérative, mais également par les négociants. Sur les sacs de châtaignes, à chaque fois, c'est écrit marron du Luc. Voilà, donc c'est vraiment un gage de qualité en fait pour l'extérieur, hors massif des Maures. Et donc la coopérative, suite à des usurpations en fait de l'appellation, donc je n'ai pas trouvé beaucoup de traces là-dessus, mais on a quelques lettres qui parlent d'usurpation d'appellation. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a d'autres régions qui se sont emparées de l'appellation marron du Luc et qui ont vendu des châtaignes de qualité médiocre. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, la coopérative va proposer cette labellisation. Et pour ce faire, donc il y a un syndicat qui va se créer, le syndicat interprofessionnel de défense du marron des Maures. Donc c'est ce que vous voyez symbolisé par ce petit triangle bleu clair. Donc ce syndicat, il va en fait réunir les Mayons, la gare de Fresnay, Colobrières, enfin différents acteurs de la castaigniculture de ces différentes communes. Donc le syndicat n'est pas créé pour la labellisation, en fait il est créé suite à l'apparition du chancre et suite au développement, à l'apparition sur le marché des châtaignes italiennes dont on a parlé un peu avant. Donc il arrive pour essayer de régler ce problème et de réfléchir ensemble à une solution. Mais au cours des discussions ayant eu lieu au cours du syndicat, enfin de la création du syndicat, va revenir l'idée de labelliser le marron du Luc, mais de le labelliser sous le terme de marron des Maures. Voilà, donc on a assez peu de choses en fait sur ce syndicat, donc on ne sait pas trop si la labellisation a fonctionné. A priori non, parce que quand on regarde un peu dans les archives de l'INPI ou de ce genre d'organisme, on ne retrouve pas de labellisation du marron du Luc. Donc voilà, a priori ça n'a pas été labellisé, mais c'est intéressant de noter que la coopérative, elle a quand même été à l'initiative d'une potentielle labellisation, donc d'une potentielle revalorisation.
Donc on a pu le voir un peu auparavant. Donc en bleu, en fait, vous avez ce qui est codé, en fait, c'est toutes les structures ou les organismes qui sont nés dans le massif des morts, dans l'idée de défendre ou de médiatiser la châtaigne. Donc là, on avait par exemple une association de défense qui est née au Maillon en 65, association de défense contre le chancre. Donc. Et à partir des années 80, on va avoir des organismes de plus en plus importants qui vont naître. Là, en particulier, je pense au GDCV, donc le groupement pour le développement de la châtaigneraie varoise, qui deviendra le SPCV ensuite, en 2001, et qui aujourd'hui revêt une importance considérable dans la castanéiculture du massif des morts. Voilà, donc là, ce qui est intéressant en fait de noter, c'est que les années 80, ça correspond en fait à un phénomène de revalorisation culturelle assez globale en France. Donc les années 70, par exemple, ça va être les vagues régionalistes. Donc par exemple, c'est dans ces années-là que la Bretagne va redevenir à la mode avec Alan Stivell. Il y a un certain nombre en fait de régions de France qui vont se retourner en fait sur leur passé paysan, sur leur culture de terroir, et qui vont proposer une revalorisation de tous ces différents produits, de toutes ces différentes ces danses, ces musiques, un certain nombre de choses. Et du coup, dans le massif des morts, ce sera la châtaigne. Et sûrement d'autres choses, mais pour l'instant, j'ai travaillé que sur la châtaigne, donc pour l'instant, ce sera sur la châtaigne. Donc voilà, donc c'est un phénomène qui n'est pas spécifique en fait au massif des morts, et d'ailleurs dans le reste de la France, pour la châtaigne, on a également des campagnes de revalorisation qui vont se mettre en place, notamment là je pense à l'Ardèche, donc première productrice de France de châtaigne, et donc là où on va avoir un phénomène assez semblable, mais du fait de l'importance encore de la culture de la châtaigne en Ardèche ou dans d'autres régions comme les Cévennes, voilà, on va beaucoup plus ça va avoir un impact beaucoup plus important que dans le massif des morts où la production est assez restreinte dans ces années-là. Et également, ce qui va participer de ce phénomène de médiatisation, ça va être en 1984 la création d'événements festifs autour de la châtaigne. Et donc là, on a l'apparition des fêtes de la châtaigne, qui concernent donc toutes les communes codées par un petit triangle bleu clair, donc Pignan, Les Maillons, La Garde-Freinet et Colobrières. Et donc à partir de 1984, donc ce sont des journées festives en fait qui se mettent en place avec un calendrier, une organisation entre les communes et le lancement d'événements qui a priori n'ont aucun rapport avec la châtaigne, mais qui servent en fait à créer du tourisme, qui servent à créer un événement. Enfin voilà, rendre la châtaigne visible à l'échelle du massif et inciter les gens à venir au cours de ces fêtes consommer et du coup consommer de la châtaigne. Donc on va par exemple avoir des montgolfières qui vont être impliquées, des rallyes équestres, on a là un baptême de l'air en hélicoptère, enfin voilà, c'est des choses un peu voilà, on a un peu de tout au cours de ces fêtes de la châtaigne, mais on vend quand même de la châtaigne fraîche, de la châtaigne grillée, de la châtaigne transformée. Et à cette époque-là, quand la coopérative était encore debout, et ce sera aussi une manière pour la coopérative de subvenir à ses besoins en vendant quasiment l'intégralité de ses récoltes au cours des fêtes de la châtaigne. Hop. Donc voilà, après ce petit tour d'horizon de la châtaigneraie dans le massif des morts, on arrive à notre conclusion. Donc ce qu'on peut dire en fait, c'est que bon, malgré ce côté un peu, j'espère que je vous ai pas tous déprimés en disant qu'il y avait plus du tout de châtaigneraie et plus du tout de récolte de châtaignes dans le massif des morts, puisqu'on a quand même cette dynamique de revalorisation qui est encore présente et qui est aujourd'hui menée par le SPCV, donc le syndicat des producteurs de châtaignes du Var, qui permet en fait à un certain nombre de castanéiculteurs de maintenir leur activité. Donc ils ont développé un certain nombre d'aides financières ou d'aides aussi techniques pour aider les castanéiculteurs à entretenir leur verger. Et voilà, donc c'est quand même il y a encore une actualité dans la culture de la châtaigne aujourd'hui, même si on a pu le voir, ça n'a plus rien à voir avec rien qu'avec les années 50.
Voilà. Et donc, je souhaitais terminer en laissant la parole à un castagniculteur que j'ai rencontré et qui continue à cultiver ses châtaignes en verre et malgré tout. Et voilà, donc je vous laisse avec un petit extrait de son entretien qui est, je trouve, assez parlant et assez émouvant aussi. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas.